On va passer maintenant au quatrième dossier de cette conférence de neurologie. C'est parti. À nouveau, vous êtes en consultation. Finalement, c'était chargé cette journée de consultation. Et vous recevez cette fois-ci Madame G, 82 ans. Cette fois-ci, on n'est plus chez la jeune femme, on est chez l'autre côté du spectre. 82 ans, amenée par sa fille. Donc elle vient pas seule. Elle vient avec sa fille pour troubles du comportement et de la marche. Toujours le motif de consultation, c'est important. En effet, cela fait plusieurs mois maintenant, donc plusieurs mois, on est dans une évolution chronique, maintenant que Madame G perd progressivement, donc chronique progressive, son autonomie. Elle erre seule dans son appartement, ça s'appelle une désorientation spatiale, pose plusieurs fois les mêmes questions, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une amnésie. Et comme elle pose plusieurs fois les mêmes questions, on déduit qu'elle ne les retient pas, les réponses, donc c'est une amnésie antérograde. Et semble parfois ne même plus reconnaître sa fille. Ça s'appelle une prosopagnosie, ne plus reconnaître les visages. L'agnosie, c'est ne plus reconnaître. Et ensuite, en fonction des choses, on a, si on ne reconnaît plus les visages, une prosopagnosie. Si on ne reconnaît pas sa maladie, ce qui est probable ici parce qu'elle est accompagnée par sa fille, donc elle ne vient pas d'elle-même, ça s'appelle une anosognosie. Dernièrement, elle présente aussi des épisodes d'incontinence urinaire. Pour l'instant, ça ne nous évoque pas grand-chose, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sa démarche est ataxique, syndrome cérébelleux peut-être. La patiente manque de chuter dans votre cabinet. En plus elle fait des chutes. Elle a pour antécédent une hypertension artérielle traitée par ramipril et thiazidique. Médicament égale arrêt des médicaments peut-être, sûrement même à un certain moment dans le dossier. Dyslipidémie, donc HTA dyslipidémie égale facteur de risque cardiovasculaire. Une hémorragie méningée, donc on avait bien des facteurs de risque cardiovasculaire. Et en plus, elle a fait une rupture d'anévrisme traitée chirurgicalement il y a 20 ans, donc il y a longtemps, mais elle a quand même fait une hémorragie méningée. Bref, on va pouvoir synthétiser cet énoncé. On est chez une femme âgée, avec des troubles du comportement et de la marche, oui pas de la marche, d'évolution chronique progressive, avec une désorientation temporospatiale, une amnésie antérograde, une prosopagnosie. Tout ça, ça nous évoque surtout des troubles cognitifs. Donc troubles cognitifs chez la patiente âgée, ça sent le syndrome démentiel et la maladie d'Alzheimer, pourquoi pas. Idéalement, elle présente des signes d'incontinence urinaire, ça on ne sait pas trop ce que ça vient faire pour l'instant. Démarche ataxique, pareil, ça colle pas trop avec une maladie d'Alzheimer. Et puis elle fait des chutes. Et puis elle a des facteurs de risque cardiovasculaire et un antécédent d'hémorragie méningée. On passe à la première question, quel est votre diagnostic syndromique? Diagnostic au singulier, donc on n'en met qu'un seul. Et syndromique, donc on va commencer notre réponse par ce mot syndrome. Et on l'argumente. Le diagnostic syndromique, vous l'avez deviné, c'est pas compliqué, c'est un syndrome démentiel. Syndrome démentiel, c'est pas pareil qu'une maladie d'Alzheimer. Syndrome démentiel, c'est un diagnostic syndromique. La maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic étiologique. Le syndrome démentiel, c'est quoi? Comme tout argument, lorsqu'on diagnostique, quand on le justifie, on donne un plan. Le plan, vous avez compris maintenant, je fais à peu près toujours le même. Le terrain, patiente âgée. En général, les syndromes démentiels, c'est plutôt chez les patients âgés. De l'anamnèse, c'est une évolution chronique, et ça c'est important. Ça le distingue notamment d'un syndrome confusionnel, où l'évolution est aiguë, fluctuante, et tout ça, là, elle est chronique et progressive. Et enfin, au niveau clinique, ce sont des troubles cognitifs. On l'a dit tout à l'heure, l'amnésie antérograde, la désorientation spatiale, l'agnosie, qu'elle soit prosopagnosie ou agnosognosie. Et enfin, et c'est important parce que c'est un critère de la maladie d'Alzheimer, enfin du syndrome démentiel, c'est le retentissement avec la perte d'autonomie. Important aussi, le signe négatif, pas de syndrome confusionnel, pas de syndrome dépressif. Je vous rappelle que l'item 63, c'est syndrome démentiel, confusion et dépression chez la personne âgée. C'est vraiment les trois diagnostics différentiels et c'est pas toujours si simple de faire la distinction. Donc retenez, syndrome démentiel, c'est quoi? Il y a des critères. Ces critères sont les critères dits du DSM-4. Alors, c'est peut-être pas forcément la peine de les connaître par cœur, mais ayez au moins vu une fois les critères entre guillemets officiels pour savoir de quoi il s'agit. Ce sont des déficits donc cognitifs. On parle vraiment de déficits cognitifs, pas moteurs ou sensitifs, qui sont chroniques, plus de 6 mois. Le signe qui en général est le discriminant, c'est les atteintes de la mémoire. Elle a une amnésie, en particulier une amnésie antérograde avec un défaut dit d'encodage. Elle a souvent d'autres troubles cognitifs, aphasie, apraxie, agnosie, etc. Il faut qu'il y ait un retentissement social ou professionnel en général, en tout cas une notion de rupture par rapport à l'état intérieur. En général, son entourage vous dit voilà, elle était bien jusqu'à il y a quelques temps, puis maintenant ça va plus.
évolution évidemment, on l'a dit progressif et chronique, et il faut éliminer un diagnostic différentiel, et en particulier une atteinte organique. Enfin, il faut éliminer aussi un syndrome confusionnel, je vous l'ai dit, c'est un diagnostic différentiel. La question 2, ce sont les hypothèses étiologiques que l'on peut énoncer. D'après l'énoncé, on ne vous demande pas la liste de toutes les étiologies de syndrome démentiel. On vous demande d'après l'énoncé, quels sont les syndromes, les causes de syndrome démentiel qui pourraient coller un peu avec le tableau et la situation qu'on a. Évidemment, le premier diagnostic qu'on va évoquer, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est pas toujours ça, mais c'est quand même la principale hypothèse, parce que c'est une patiente qui est âgée, parce que c'est une pathologie qui est la plus fréquente des causes de démence. Et qu'en plus, elle a un syndrome aphaso-apraxo-agnosique, enfin en tout cas agnosique pour l'instant avec amnésie. Je suis une patiente âgée, ça évoque une maladie d'Alzheimer. La deuxième cause, on l'a dit tout à l'heure, elle a des facteurs de risque cardiovasculaire. La deuxième cause la plus fréquente de syndrome démentiel chez les personnes âgées, c'est la démence vasculaire. C'est finalement l'état qui est caractérisé par la succession et l'accumulation de petits accidents en général ischémiques ou hypertensifs mais profonds. Ça va faire ce qu'on appelle les sortes de lacunes. Et on évolue vers une démence vasculaire. La différence, c'est que ce n'est pas une évolution exactement pareille que la maladie d'Alzheimer. C'est une évolution qui en général se fait par à-coup, au gré des différents accidents. Et on a un terrain qui est un petit peu différent, qui est vasculaire. On a dit, c'est une patiente qui chute. Elle a failli chuter dans votre cabinet. Si elle a chuté dans votre cabinet, elle aurait très bien pu chuter à domicile. Ça se trouve, elle a un sous-dural chronique. Le sous-dural chronique, ça donne des troubles du comportement. Et parfois, c'est étiqueté à tort, syndrome démentiel, etc. Et enfin, du fait de l'antécédent d'hémorragie méningée, c'est un peu la particularité de ce cas clinique. Il faut évoquer l'hydrocéphalie chronique idiopathique, encore appelée hydrocéphalie à pression normale. L'hydrocéphalie à pression normale, on va le voir un peu plus en détail. C'est une pathologie qui n'est pas très fréquente, mais lorsque notamment on a un antécédent d'hémorragie méningée ou de geste neurochirurgical, quel qu'il soit, et qu'on a un syndrome démentiel, c'est une étiologie qu'il faudra rechercher, éliminer, d'autant plus que votre patiente, on ne savait pas trop le mettre, elle a une incontinence, ça s'intègre peut-être au tableau, on va le voir tout à l'heure. Du coup, la question 3, quel bilan complémentaire prescrivez-vous en première intention? Ça, c'est une question essentielle devant tout syndrome démentiel. Pourquoi? Parce qu'elle est consensuelle. Elle est consensuelle parce qu'il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2008 qui vous dit qu'est-ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut répondre à cette question. Le bilan en première intention, je vous l'ai dit, recommandé, c'est une imagerie. Et l'imagerie, c'est pas un scanner, c'est une IRM. C'est pour ça que vous avez 3 points, vous mettez scanner, forcément vous n'avez pas de points parce que vous ratez les 3 quarts des étiologies. Donc c'est une IRM cérébrale accompagnée d'un bilan biologique. Le bilan biologique systématique, il y a 7 examens à connaître. 1, c'est la TSH, pour éliminer une hypothyroïdie. 2, un hémogramme, parce qu'on va le voir, il y a des causes métaboliques, qui viennent notamment des carences avec des anémies carentielles. Albuminémie, un peu pour la même raison. Glycémie, parce que notamment le diabète, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Ionogramme aussi. Calcémie, parce que l'hypocalcémie, c'est aussi à connaître. Et la créatinine, pour le terrain vasculaire aussi. Selon le contexte, et en général, je vous conseille aux ECN en tout cas, de le faire. Le bilan hépatocellulaire, pareil, parce que il peut y avoir des pathopathies avec des syndromes démentiels. B9, B12 pour la carence. Sérologie VIH, quel que soit l'âge. Bon là, 84 ans, c'est peut-être un peu vieux, mais les encéphalopathies à VIH, ça existe. Et pareil pour la syphilis secondaire ou tertiaire, neurosyphilis, ça existe. Retenez surtout que le plus important, c'est 1, IRM, 2, le bilan biologique avec les 7 examens. C'est pas moi qui le dis, c'est la Haute Autorité de Santé. Dans le cadre de votre bilan, donc vous voyez, vous avez fait une IRM cérébrale, c'est bien. Il va falloir l'interpréter. Alors on va rester un peu sur cette diapo, on va le faire ensemble. Qu'est-ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde cette IRM cérébrale? D'abord, on dit ce que c'est, donc c'est une IRM séquence flair. Pourquoi? Parce que le LCR est noir, tandis que ici la substance grise vous apparaît blanche et la substance blanche grise. Donc c'est un T2 avec suppression du signal du LCR, ça s'appelle un flair en gros. Et ce qu'on note, c'est surtout ça. Vous voyez bien ici qu'il y a une grosse dilatation des ventricules latéraux, un peu en aile de papillon comme ça. C'est pas normal, hein, évidemment. Hein. Ce qui est normal, on a des petits ventricules comme ça. Là, ils sont vraiment dilatés. En plus, on a ici, là, vous voyez, une sorte d'hypersignaux
flares qui sont un peu au niveau des... en périventriculaire, au niveau des cornes, des ventricules latéraux, qu'on retrouve aussi ici, bien sûr. Hop. Donc 1, dilatation ventriculaire, ça s'appelle une hydrocéphalie. 2, hypersignaux périventriculaires, en général, c'est signe un passage un peu de LCR, puisque on rappelle que le LCR, ça apparaît comme ici, c'est un T2 en fait, sans suppression des signaux qui sont intraventriculaires. Donc quand le LCR va passer dans le parenchyme, ça s'appelle une résorption transépandymère, et on a un hypersignal en périphérie. Et enfin, vous voyez ici, il y a quand même pas mal de place, elle a une bonne atrophie corticale. Vous voyez là, ça fait comme ça, presque une hop, feuille de chêne. C'est des sillons qui sont élargis, ça signe une atrophie corticale, évidemment, qui est diffuse sur l'ensemble du parenchyme. Alors, on interprète cet examen. 1, qu'est-ce que c'est? Une IRM cérébrale. 2, quelle séquence? 3, est-ce qu'elle est injectée ou pas? Ici, elle n'est pas injectée. La description, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'une hydrocéphalie. Une hydrocéphalie, oui, mais une hydrocéphalie symétrique. Pour l'instant, on avait des coupes que sur les ventricules latéraux, mais il faudrait regarder les autres ventricules, mais probablement qu'ils sont tous aussi dilatés. Important, ce qu'on a dit, c'est la résorption transépandymère, avec les hypersignaux périventriculaires. L'augmentation des sillons corticaux, ça signe l'atrophie corticale. Alors évidemment, chez une patiente âgée, c'est pas trop surprenant. Si en plus elle était éthylique, ça le serait encore moins. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment discriminant. Ça se retrouve dans la pathologie d'Alzheimer, mais pas que dans la maladie d'Alzheimer. Pour les signes négatifs, toujours, on avait évoqué un hématome sous-dural ou par exemple une tumeur frontale dans les causes possibles de syndrome démentiel. Ici, il n'y en a pas, faut le dire. Donc, probablement qu'ici, c'est une hydrocéphalie chronique. Chronique parce qu'il y a une résorption transépandymère, qu'il y a une grosse dilatation, et probablement qu'elle n'est pas obstructive, même si ça, pour être honnête, on ne peut pas vraiment lire sur ces deux coupes-là seulement. Mais vu le dossier, en tout cas, on peut parler d'hydrocéphalie chronique. Voilà. Donc, sur l'IRM, une hydrocéphalie chronique avec un syndrome démentiel clinique. Quel est votre diagnostic? Quel signe clinique aurait dû vous faire évoquer ce diagnostic d'emblée? Et bien, maintenant vous avez à peu près compris qu'ici on parle d'hydrocéphalie chronique idiopathique. C'est le nouveau nom pour ce qu'on appelait avant l'hydrocéphalie à pression normale, HPN. Vous pouvez encore mettre hydrocéphalie à pression normale, c'est dans tous les livres. Mais bon, c'est pas vraiment le terme qu'il faut utiliser désormais parce que on s'est rendu compte qu'en fait la pression n'est pas normale. Donc c'est dommage, après ça, hydrocéphalie à pression normale. Donc c'est une hydrocéphalie chronique idiopathique. Les arguments en faveur, c'est avant tout l'antécédent d'hémorragie méningée. Votre patiente a fait une hémorragie méningée. Du sang est passé dans ces espaces arachnoïdaux. On va le voir tout à l'heure dans la physiopathe. Il y a sans doute eu une incidence qui a favorisé cette hydrocéphalie chronique. Et il y a ce qu'on appelle la triade de Hakim d'un point de vue clinique. La triade de Hakim, c'est 3 choses. Le syndrome démentiel, comme on l'a vu à la première question, diagnostic syndromique. Des troubles de la marche. Votre patiente, on vous l'a dit, elle était ataxique, on ne savait pas trop en quoi faire. Bah là, maintenant, on sait. Des troubles sphinctériens, on vous a dit aussi pareil, qu'elle avait une incontinence urinaire, on ne savait pas trop en quoi faire. Maintenant, on sait. Ces 3 signes-là, ça signe ce qu'on appelle la triade de Hakim. C'est on va dire un signe classique d'hydrocéphalie chronique idiopathique. Pour la physiopathologie, brièvement, et comment la distinguer de son principal diagnostic différentiel, bah, la physiopathologie, vous imaginez bien, on l'a dit, qu'il y avait un incident d'hémorragie méningée, c'est que ça a une incidence. C'est qu'en fait, on a du sang qui va se déposer dans l'espace sous-arachnoïdien et ça va abîmer ce qu'on appelle les granules de Pacchioni, qui sont des petites zones dans l'espace sous-arachnoïdien qui a pour rôle de résorber le LCR. Si ces granulations sont abîmées, le LCR ne se résorbe pas normalement, il va donc s'accumuler et on va avoir une hydrocéphalie, mais il n'y a pas d'obstacle vraiment aigu, il y a juste un défaut de résorption. Par conséquent, on a une hydrocéphalie qui va être tétraventriculaire, c'est-à-dire qu'elle va concerner les 4 ventricules, les 2 ventricules latéraux, le V3 et le 4e ventricule. Et ça permet en fait de le distinguer de son principal diagnostic différentiel qui est la hydrocéphalie aiguë qu'on pourrait même dire plus souvent obstructive. Et là, c'est une dilatation qui n'est pas symétrique et qui souvent, par exemple, si vous avez au niveau de votre ventricule latéral ici, au niveau du trou de Monro, une grosse tumeur qui va empêcher l'écoulement du LCR,
Ceux-là, les ventricules latéraux vont se dilater, mais le V3 qui est en amont, ou voire même hop, le V4 qui est encore plus bas, ne va pas se dilater, et donc ce ne sera pas une dilatation tétraventriculaire. On passe à la question d'après, question 7. Quelle prise en charge thérapeutique pouvez-vous proposer à Madame G? Alors bon, le traitement de l'hydrocéphalie chronique idiopathique, c'est pas en soi forcément textuellement au programme, cependant comme c'est un diagnostic différentiel à connaître de la maladie d'Alzheimer, on peut vous poser une petite question là-dessus, d'autant plus que la réponse n'est pas très difficile et que les dérivations, notamment ventriculo-péritonéales, c'est quand même un truc assez fréquent. La prise en charge thérapeutique, donc la première chose, c'est que c'est pas vous qui allez la réaliser, ce sont des neurochirurgiens, donc vous demandez un avis neurochirurgical. D'un point de vue ponctuel, vous, aux urgences ou en consulte, éventuellement vous pouvez faire une ponction lombaire évacuatrice pour évacuer le surplein, le trop-plein de LCR qui s'était accumulé dans les ventricules. En général, d'un point de vue clinique, c'est assez spectaculaire, le patient s'améliore tout de suite. Si jamais il va falloir faire trop de ponctions itératives, si jamais cette hydrocéphalie persiste, il faut faire un traitement chirurgical, et ça s'appelle une dérivation ventriculaire interne. Il y a deux types de dérivation ventriculaire interne. La DVP, dérivation ventriculo-péritonéale, et la DVA. Le principe, c'est le même. Vous avez ici en gros votre ventricule. Vous mettez dedans comme un petit cathéter, comme une paille. Vous la reliez avec une sorte de tube que vous faites passer sous la peau. Et avec ça, vous allez hop jusqu'au ventricule. Et le trop-plein, ici vous avez une valve que vous allez régler à une certaine pression d'ouverture. Le trop-plein de LCR, quand ça va dépasser cette pression-là, et c'est pour ça qu'il y a une hydrocéphalie qui n'est pas à pression normale, va passer hop dans le cathéter et va s'écouler dans le péritoine. Et on va donc dériver de façon permanente. Ça va distinguer de la DVE, la dérivation ventriculaire externe, qui est une mesure d'urgence dans l'hydrocéphalie aiguë, obstructive, où on va simplement s'arrêter là, on ne va pas mettre ce cathéter, et on va dériver le LCR dehors dans un petit tube. Et enfin, elle a une valve, puisqu'elle a une dérivation ventriculaire, donc ici je vous ai dit ça s'appelait une valve. Il faut éduquer la patiente, connaître les signes de gravité, etc. C'est une pathologie chronique, hydrocéphalie chronique idiopathique. 8e question. Malgré votre traitement, l'autonomie, puisqu'on est en gériatrie, ça tombe bien, de Madame G reste très limitée. Quelles mesures d'aide au maintien à domicile pouvez-vous lui proposer? Pareil, comme on l'a dit pour plusieurs items, que ce soit l'éducation des AVK, etc. Les mesures d'aide au maintien à domicile, c'est vraiment une question classique. Il faut avoir votre liste toute prête. Celle que je vous propose, en gros, c'est 3 catégories. 1, les mesures humaines. 2, les mesures techniques. 3, les mesures financières. Dans les mesures humaines, en gros, c'est quelle personne on va pouvoir employer pour permettre à madame de rester à domicile, l'auxiliaire de vie pour faire la toilette, l'aide ménagère pour faire le ménage, la kiné ou l'infirmière à domicile, l'ergothérapeute, bref, qui vous voulez. En tout cas, une auxiliaire de vie, une aide ménagère, ça aide pas mal. Les mesures techniques, c'est quelles sont les modalités, les instruments, les choses qu'on va pouvoir utiliser pour faciliter sa vie à domicile. Le portage des repas, quelqu'un lui apporte le repas tous les midis. Le lit médicalisé pour qu'elle puisse se lever, par exemple, c'est bien. Téléalarme, si elle tombe, qu'elle appelle, etc. Ce sont des petits mots, mais c'est toujours les mêmes. Je vous conseille quand même de les connaître. C'est pas vraiment du détail. Ça tombe, en tout cas, ces 3 catégories-là. C'est toujours important. Et le truc de la téléalarme, du lit médicalisé et tout, en pratique, en vrai, pour les médecins généralistes, c'est vraiment des choses importantes. C'est ce qui permet de maintenir une patiente âgée et dépendante à domicile. Et pareil, il faudra demander une demande de prise en charge à 100%. Demander l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Éventuellement, si elle a un handicap, l'orienter vers une maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment des mesures concrètes et c'est un peu en vogue pour les ECN désormais. Si on conclut sur ce 4e dossier de la conf, certes, l'hydrocéphalie à pression normale ou l'hydrocéphalie chronique idiopathique, c'est un peu original, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez bien, mais en fait, finalement, on est sur un diagnostic différentiel de syndrome démentiel et de dépendance. Et la démence et la dépendance, c'est vraiment en plein dans vos items des ECN. À retenir, c'est que le diagnostic syndromique et étiologique d'une démence, c'est pas pareil. Syndrome démentiel, ça veut pas dire maladie d'Alzheimer. Éliminer les causes autres qu'une maladie d'Alzheimer, et en particulier, ici, on avait une hydrocéphalie pression normale, mais en particulier un sous-dural, en particulier une démence vasculaire, voire une hypothyroïdie. Et c'est pour ça
qu'il y a un bilan initial paraclinique systématique et consensuel à réaliser devant tout syndrome démentiel. Et ça, il faut vraiment que vous lisiez la recommandation qui s'y rapporte. Enfin, savoir reconnaître une hydrocéphalie à pression normale avec la triade de Hakim, je vous en ai parlé, et avoir au moins une notion que ces patients-là, on leur pose une dérivation ventriculaire interne et qu'ils vont avoir une valve, et donc elle peut dysfonctionner, etc. Ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour votre culture. Savoir enfin, et ça c'est plus important, devant toute hémorragie méningée avec syndrome démentiel, ne pas passer à côté d'une hydrocéphalie à pression normale. De toute façon, si vous faites le bilan recommandé, forcément vous faites une IRM et forcément vous passez pas à côté. Enfin, les mesures de maintien à domicile, c'est en vogue, c'est important, ça concerne tellement de gens que ne pas avoir de entre guillemets tiroir, c'est-à-dire de liste toute prête sur cet item, ce serait dommage. Les items abordés, donc hop, confusion avec un N, item 63, je vous ai dit, les 3 diagnostics différentiels chez la personne âgée, confusion, dépression, démence, et l'item qui suit, c'est autonomie, dépendance, c'est un item assez incontournable aujourd'hui pour les ECN. Voilà.